à cet nouvel épisode du podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Death Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Bonjour! Allô, ça va bien cette semaine? Je vais très bien cette semaine, merci. Et toi? Oui, aujourd'hui on est au 27e épisode du podcast et le sujet sont les mythes et légendes du Québec. Donc, on va y aller tour à tour. Mais est-ce qu'il y a des sujets dans les mythes et légendes du Québec, toi, qui t'interpellent ou que tu as connu un peu plus proche? Ben oui, en fait, moi c'est sûr qu'il y a la légende de la Corriveau qui est que je suis allée littéralement au musée de la civilisation à Québec, aller voir la cage de la Corriveau, la vraie cage dans laquelle elle aurait été placée suite à sa pendaison. Et évidemment, au Québec, il y a tellement une tonne de mythes et légendes par rapport à elle, à la Corriveau, parce que avec les conteurs du Québec, elle est devenue graduellement une sorcière, vilaine, maléfique, et même une fois pendue, son corps continuait à hanter les passants. C'est sûr que cette histoire-là vient d'actes réels. Pour vous la raconter un peu, la Corriveau, elle s'appelle Marie-Joseph Corriveau. En fait, c'est une femme qui a été mariée 2 fois. Son premier mari, il serait mort d'une maladie, selon les dires. Et le deuxième, il serait mort d'un accident il se serait fait piétiner par son cheval dans l'écurie. Euh, Par contre, elle aurait été soupçonnée de meurtre. Le père de cette dame-là s'est s'est rendu aux autorités comme quoi que c'était lui qui avait tué le mari. Mais à la confession, tu sais, étant donné que le Québec, c'est une province qui était très, très, très religieuse catholique, lors de sa dernière confession avant la pendaison, il aurait avoué au curé que, il aurait dit la vérité, comme quoi que non, ce n'est pas moi qui l'ai tué. C'est ma fille, mais moi, je veux lui éviter la pendaison, donc je me sacrifie pour elle. Le curé aurait été voir les autorités. Et évidemment, il y aurait eu un switch de condamnés. C'est elle qui aurait été... elle a été finalement accusée et pendue le 18 avril 1763. Le Québec, à ce moment-là, était dans un changement de gouvernance, c'est-à-dire que les Anglais ayant vaincu les Français un petit peu plus tôt, le Québec était sous loi martiale par l'armée d'Angleterre. Le temps qu'un gouvernement se forme, le temps qu'il y ait quelqu'un qui vienne gérer la province. Ben, en fait, c'était pas une province à ce moment-là, mais on se comprend un peu comme ça. Mm. Donc, c'était sous loi martiale, c'était l'armée britannique qui a procédé au jugement, et eux, pour faire un exemple, l'ont décidé de la mettre en cage. Et quand on recherche sur Internet la cage de la Corriveau, on voit souvent une espèce de cage accrochée, tu sais, comme dans les airs, et avec un plateau plat, avec un squelette qui faisait peur aux passants. La cage n'était pas comme ça réellement, était vraiment... elle avait la forme du corps du condamné. Donc, il y avait 2 jambes, 2 bras, le corps et une tête. Tout était bien encagé. Si vous faites une recherche cage de Corriveau, vous allez vraiment trouver la vraie cage. Parce que, ça par la suite, la cage aurait été accachée, laissée à pourrir à Pointe-Lévis. Présentement, c'est dans la ville de Lévis. Elle aurait été laissée à pourrir là, mais les habitants, évidemment, mauvaise odeur, et c'est assez épeurant encore là, auraient demandé à l'armée de la décrocher. Ce qu'ils auraient fait, ils l'ont enterrée. Plus tard, en déplaçant les cimetières, ils auraient trouvé la cage. La cage s'est finalement retrouvée à Salem. Elle était affichée à Salem dans l'espèce de musée de sorcières. Et quand on a découvert que c'était la cage de la Corriveau, le musée de la civilisation a réussi à la récupérer, à la faire venir de Salem pour elle puisse être exposée. J'ai vu la vraie cage de la Corriveau. C'est quand même épeurant à regarder tel quel parce que c'est vraiment la forme d'un corps, mais
Les légendes se sont tellement emparées. Puis là, quand que je parle que ça a été retrouvé, ça date, ça fait 10 ans environ qu'elle a été retrouvée. Mais quand que je parle que ça a créé des légendes, justement, parce que la Corriveau est devenue une sorcière, elle hantait les passants, elle aurait jeté une tonne de sortilèges. Oups, finalement, c'était 3, 4, 5 maris qu'elle aurait assassinés. Donc, évidemment, la légende a grandi, mais c'est une légende qui est très, très, très connue au Québec et qui est très, comme reconnue. Elle fait partie un peu de notre culture. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez toujours aller trouver sur Internet la légende de la Corriveau. C'est très, très, très intéressant à lire. Puis ça a marqué quand même, je dirais, la culture du Québec. On a quelques auteurs là, qui font la mention de la Corriveau. J'essaie de trouver les noms exacts. Par exemple, Félix Aubert de Gaspé, Gilles Vigneault, Anne Hébert ou Monique Parizeau qui racontent chacun leur version un peu de la légende au fil des années. Je peux donner un extrait d'ailleurs de La Corriveau, qui est une chanson de 1966 par Gilles Vigneault. Oui. L'extrait va comme suit. La Corriveau, comme fut nommée et qui laissa triste renommée d'avoir tué son second mari, pour le premier, on l'avait dit aussi. Dans son village et les alentours, pour la nommer, on parlait d'amour, quand elle était belle et pure en ce temps, noire de crime et laide à présent. Une servante au nom d'Isabeau, et qui trouva son mari fort beau, mit en ce lieu si grand désaccord que le mari fut retrouvé mort. Son père avec son second mari se disputait, c'est ce qu'elle a dit. La Corriveau aurait découvert son mari mort et le crâne ouvert. En découvrant cet affreux forfait, tout le pays en fut stupéfait. On arrêta son père en premier, on le prenait pour le meurtrier. On l'amenait pour être pendu, mais quand le prêtre l'eut entendu, il avoua s'être condamné pour son enfant, il fut pardonné. Le colonel et le gouverneur et les témoins de ce grand malheur ont prononcé le même jugement, ont demandé le même châtiment. Dans les barreaux d'une cage de fer, mise vivante et pendue en l'air, la Corriveau devait expier, de faim, de froid, tout expier. Oyez, oyez, gens de ce pays, gens du présent, du passé aussi, gens du futur qui en parlerez, la Corriveau vous l'appellerez. Donc, en fait, c'est un petit extrait d'une chanson, donc vous pouvez probablement la retrouver sur YouTube d'ailleurs, je sais pas regardé, mais Gilles Vigneault est quand même assez connu ici, donc il y a des bonnes chances que vous soyez capable de retrouver ça sur Internet. Facilement. Ici. Oui, les sorcières, c'était souvent un thème qu'on voyait dans les mythes et légendes du Québec, mais en à côté au diable. S'il y avait un personnage de diable, il y avait souvent des sorcières qui dansaient nues dans les champs, pas trop loin. Mais c'était rare qu'elles étaient le point focal. Ils étaient toujours à côté. Par exemple, ils allaient faire des gestes, des soumises au diable, mais ils n'étaient pas, je dirais, principal dans les histoires de mythes et légendes de ce qu'on voit au Québec en général. Non, le diable a une très, très, très grande place au Québec dans les mythes et légendes parce que, justement, étant comme un endroit qui était très, très, très religieux, heureusement, c'est pas mal moins le cas aujourd'hui, mais étant comme un territoire très, très, très religieux, le diable était très craint. Et aussitôt qu'il y avait un aristocrate anglais qui arrivait et que eux, évidemment, ils n'étaient pas catholiques, donc ça créait des légendes liées et le diable dans les légendes était tout affublé d'à peu près la même apparence, à peu près le même type de comportement qui ressemblait pas mal aux Anglais tant qu'à moi. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, ben, le diable avait des comportements de bourgeoiserie riche. C'est toujours un grand homme séduisant, avec son petit chapeau, ses gants et son veston de haute qualité. Se tenait dans les endroits de fête, donc il y avait des grandes danses, des trucs comme ça, il était présent. C'était quelqu'un qui apparaissait justement juste en ces lieux, qu'on voyait rarement. C'était souvent l'étranger d'un village. Il passait le temps d'une nuit, il disparaissait après. Il y avait un terme pour ça, ceux qui étaient comme des passeurs, là, mais qui se promenaient beaucoup, mais je me rappelle pas le terme exact de mémoire, là, mais en tout cas, bref. Il séduisait la plus belle des femmes à chaque danse, et quand c'était relié à des mythes avec des hommes, par exemple, la chasse-galerie, c'était des pactes, par exemple,
si je t'aide, ben je vais t'aider à aller voir ta femme, même si t'es à l'autre bout du Québec, t'sais. La chasse-galerie étant la légende par excellence au Québec, là. Elle a vraiment fait tout le tour. Elle est excessivement reconnue. Puis c'est une Ouais. très belle légende d'ailleurs, si vous voulez la lire au complet, là. Oui, parce que je vous la lirai pas complète, elle est un peu longue. Elle est un peu longue. Mais elle est super intéressante. Là, j'ai pas regardé si elle est en vieux joual, là, mais je pense qu'elle est quand même assez... parce que il me semble que c'est Honoré Beaugrand qui l'avait écrit, puis il écrivait quand même Ben, il y a avec un toujours... français classique, là. Ouais, il y a toujours des versions aussi où est-ce que c'est plus lisible, ben plus, tu sais, comme compréhensible, parce que le vieux joual québécois, même nous, aujourd'hui, on a de la misère à le comprendre. C'est comme du vieux québécois, mais la légende de la chasse-galerie, c'est vraiment tu sais, c'est une grosse histoire fantastique, mais qui est exceptionnelle, là. Et le diable, pour revenir à notre coquin personnage, il n'était pas toujours habillé en diable, mais dans les histoires, vous allez remarquer, il porte toujours un chapeau et des gants, ne les enlève jamais. Souvent soupçonné que c'est pour, comment dire, masquer ses cornes et ses doigts, ses doigts avec des gros ongles. Mais parce que justement, dans sa forme bestiaire, on va appeler ça comme ça. Donc, Bestial. barbiche, il est fourchu, il y a des cornes. On le représente beaucoup à l'image de la divinité Pan ou Dionysos. C'est des images, des traits forts. C'est aussi, il se transforme, il se métamorphose selon ses besoins. Son élocution est riche aussi. Je pense que je l'ai mentionné, mais je n'étais pas sûre, là, mais il parle d'un vocabulaire merveilleux, là, comme de la haute aristocratie. Très Donc, cultivé. oui, puis je pense que c'est pour un peu charmer dans les histoires, c'est ce qui fait qu'il est un peu plus charmeur, c'est que, bon, il a de l'air intelligent, il a de l'air riche, puis on est dans une époque où c'était pas nécessairement la richesse comme aujourd'hui, là. C'était très pauvre, c'était des fermes, c'était de la colonisation quand même, là. Donc, c'était... Puis l'église qui était pas trop loin non plus, aidait peut-être pas au développement tout le temps, en tout cas, mais elle était présente. Avec le diable vient aussi les effets de contrat, donc dans la plupart, en tout cas, ou la grosse majorité des contes et légendes au Québec, quand le diable est présent, c'est qu'il y a un contrat qui vient, donc des échanges de services, et tout ça, ça tire sa source de la démonologie médiévale. Donc c'était une tendance à l'époque du Moyen-Âge que le diable faisait des contrats avec tout le monde. Ça s'est aussi redistribué au Québec lors de la création du Québec en tant que tel, on va dire ça comme ça, là. Et donc tire vraiment sa source de... La chasse-galerie. Est-ce qu'il y a d'autres créatures, toi, qui t'ont marqué dans les mythes et légendes du Québec? Ben oui, en fait, il y a le fameux cheval noir. Le cheval noir revient dans beaucoup de mythes et légendes du Québec. Dans toutes ces mythes, dans toutes ces légendes-là, en fait, il est là en constructeur. Le cheval noir construit des églises. Mais ce cheval noir-là serait un démon, serait le diable lui-même qui aurait été emprisonné dans un cheval, qui aiderait à construire les églises. Souvent, c'est quoi? Des fois, c'est une dame blanche qui vient, qui offre ce cheval au curé du village, ou tout simplement, c'est le prêtre, sa force spirituelle qui pourrait contraindre le démon à se présenter sous la forme d'un cheval, qui est toujours noir, bien sûr, qui aurait une force presque sans borne. En fait, dans toutes ces histoires-là, c'est un mystérieux cheval noir qui transportait la pierre nécessaire pour la construction de l'église. Le cheval serait très fort justement pour amener toutes ces grosses pierres-là. Mais dans toutes les légendes, parce qu'il y a, par exemple, l'église de Saint-Augustin de Desmaures, il y a Lillet, il y a... ça, c'est vraiment quelques-uns parmi une tonne de municipalités d'église qui aurait été bâtie par ce fameux cheval noir-là. La seule règle, c'était qu'il ne fallait jamais débrider le cheval. C'était comme ça qu'il contraignait à travailler. Avant la fin de la corvée,
entière. Dans certaines légendes, il fallait jamais lui donner de l'eau non plus. Et toujours dans tous ces récits-là, il y a toujours eu un ouvrier ou le curé qui, par erreur ou par pitié, finissait par débrider le cheval qui se sauvait. Et dans certaines légendes, le cheval, en se sauvant, ça l'aurait ouvert une porte vers l'enfer dans une montagne où le cheval se serait totalement évaporé avec des odeurs de soufre et tout. Puis le nom de ces places-là serait, par exemple, le trou du diable, la porte de l'enfer, tous des noms qui, très... qui montrait vraiment que le cheval était en fait le diable. C'est des histoires qui ont couru. C'est très, 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 très fascinant, ce type d'histoire-là. Mais je crois que dans le Québec, il y a beaucoup justement de place avec le mot diable dedans. Je crois que tu en as quelques-uns à nous parler. Oui, juste avant, par exemple, ce que je trouve intéressant de faire un lien, et je sais pas si ça a un lien, il faudrait voir, mais parce qu'on n'a pas, je pense pas que tu aies fait des recherches dans cette direction-là, puis moi non plus, mais le cheval est quand même un symbole quand même important pour les Amérindiens. Je sais pas si ça serait pas, en tout cas, c'était pas une façon au niveau de la littérature de diaboliser, parce que ça n'a pas toujours été en toute paix, là, la relation entre les nouveaux Québécois et les Amérindiens ici. Il y avait quand même des tribus que ça allait mieux que d'autres, là. Mais je sais pas si c'est pas une... Parce que pour eux, c'était quand même un élément fort, si je me souviens bien. Si ça s'arrêtait pas une façon subtile aussi de diaboliser la relation ou... Parce que c'était mal vu d'avoir un lien avec quelqu'un d'une autre De notre femme culture. québécoise est enceinte d'un Ouais. Amérindien, là, d'une autre culture, parce que là, ces autres, ils croient pas à Dieu, donc c'est le diable. Tu sais, on va chercher loin, mais à cette époque-là, c'était très réducteur. Je veux dire, la religion avait une emprise totale sur la population. Si le prêtre il venait te voir, puis il disait, ben, faut que tu retombes enceinte dans les prochains mois parce qu'il faut que la famille s'agrandisse. Si tu le faisais pas, là, le diable était pour cogner chez vous. Tu sais, je veux dire, c'était des familles énormes, mais c'est parce qu'il y avait le sens du devoir de repopulation au travers de la religion. C'était un peu fou, mais il y a des restrictions religieuses et donc, justement, les Amérindiens, tout ça, qui était peut-être une menace pour certains, ou en tout cas, certains de leurs croyances à eux aussi, là. Ils les appelaient les sauvages aussi. Ouais, c'était... à l'époque, ils auraient pu flaguer des MeToo, pis mais ils n'avaient pas la technologie, là. Mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est que tu sais, il y avait probablement... C'est pas pour rien que c'est un cheval, parce qu'un cheval, c'est quand même assez respecté, de base, mais que ce soit un cheval noir qui s'enfuit vers... Peut-être qu'il y avait un clin d'œil à ça caché, je sais pas. Faudrait faire des recherches, on n'a pas fait de recherches, j'extrapole. On discute. On a effectivement un paquet de lieux au Québec qui portent des noms assez intéressants. Certains ont des histoires, certains sont liés dans les mythes et légendes. Certains avec des chevaux qui fuient. J'avais, moi, l'île aux sorciers, donc qui sont aux îles d'Orléans. Les forges du Saint-Maurice, qui sont, je pense que c'est le dernier point de bâtiment là, avant que les bûcherons allaient vraiment au creux dans le nord. Fait que ça, c'était un point élémentaire dans beaucoup d'histoires de mythes et légendes. Mais après, on tombe dans la montagne du diable à Mont-Laurier, les rapides du diable à Chaudière, Cap-au-Diable à Kamouraska, les portes de l'enfer de Rimouski et la roche du diable à Saint-Lazare de Bellechasse sont des exemples parmi probablement tant d'autres. Il doivent en avoir d'autres. Tu m'avais parlé du trou du diable, par exemple. C'est pas nécessairement peut-être lié, là, c'est parce qu'on n'a pas toutes les recherches associées, puis je veux pas dire des places parce qu'il n'y a pas au moins un hint d'une histoire, là, mais il y a plein de places où c'est lié avec le diable, l'enfer. Ça peut être intéressant aussi, là. Comme je dis, les lieux, tu sais, les villes ici, il y a beaucoup de villes avec des saints, des noms de saints. Saint-Augustin. Saint-Lin,
mon Dieu, Saint-Jérôme, Saint-Cy, Saint-Antoine. Il y a beaucoup de saints à cause de justement l'Église catholique qui avait vraiment la main basse sur pas mal la pensée de la population. Mais il y a beaucoup de villes qui avaient des noms aussi amérindiens. Tu sais, comme Québec, c'est un mot amérindien. Il y a, Kamouraska, je crois qu'il y a Rimouski. Chibougamau, Rimouski, c'est ça. Beaucoup de lieux, c'est ça, qui ont cette empreinte-là aussi. Donc, ça peut être intéressant. Je pense qu'il y a certains endroits, c'est des gros attraits touristiques aussi, si jamais ça vous intéresse. Je les connais pas par cœur, mais il y avait de l'air bien. Généralement, si vous les tapez sur Internet, vous voyez quand même une photo. Quand c'est des lieux clés, là, comme la Roche du Diable, vous la voyez, la fameuse roche. Parlant de lieux, t'avais un mythe ou une légende reliée au Rocher Percé en Gaspésie, toi? Oui, en fait, le Rocher Percé en Gaspésie est très, très, très connu. Et d'ailleurs, si vous avez l'intention d'aller le visiter, je vous recommande fortement d'y aller rapidement parce que ça a l'air que tranquillement, pas vite, avec l'eau, justement, il est en train de s'effriter, puis éventuellement, dans, je sais pas, plusieurs dizaines d'années ou peut-être 100 ans, il n'existera plus du tout. Le Rocher Percé, la légende serait qu'avant, il n'existait tout simplement pas et il y avait une dame qui s'appelait Blanche de Beaumont qui vivait en Normandie, dans son château. C'était une belle jeune femme d'à peu près 16 ans qui était fiancée au chevalier Raymond de Nérac. Puis elle était amoureuse de ce chevalier-là. Sous les ordres du roi, le chevalier a dû se rendre en Nouvelle-France pour combattre les méchants Iroquois. Donc, il quitte la France et justement, il laisse sa bien-aimée là-bas seule. Donc, lui, il a dû combattre justement les Iroquois et tout, et il s'ennuyait de sa bien-aimée, bien sûr. Elle aussi, elle s'ennuyait beaucoup, et elle a décidé d'aller rejoindre son fiancé en Nouvelle-France pour l'épouser. Donc, elle s'embarque pour aller le rejoindre, et quand elle est arrivée à la hauteur de Terre-Neuve, la vigie constate un bateau pirate qui se dirigeait vers eux. Donc, zut, ils se font aborder. Malgré le combat, les pirates réussissent à prendre possession du bateau. Et le capitaine tomba éperdument amoureux de la dame. Au lieu d'en prendre possession comme il a l'habitude de faire avec ses esclaves, il voulait en faire sa femme, la mère de ses enfants, et tout, et tout, et tout. Elle accepta son offre, mais au moment du mariage, elle partit à courir, tomba dans l'eau dans sa belle grande robe blanche et décéda finalement. Par la suite, le navire glissa dans un épais brouillard et le lendemain, lorsque le soleil eut réussi à dissiper un peu la brume, l'équipage vit une masse énorme, c'était le Rocher Percé. Et il semblait flotter près du rivage comme un navire ancré, puis il dégageait une menace mystérieuse et impitoyable. Donc, les pirates, pleins de terreur, ils virent au sommet du rocher une apparition voilée dans laquelle ils crurent reconnaître Blanche de Beaumont. Et elle abaissa les mains vers le vaisseau et, en bref, maudissant le vaisseau avec tous ses occupants, ils furent changés en rochers qu'on trouve encore aujourd'hui. Donc, c'est l'histoire du Rocher Percé. D'aujourd'hui, c'est ce qui expliquerait un peu sa présence aujourd'hui. Mais c'est quand même intéressant dans des mythes et légendes à quel point ça n'a aucun sens logique. Parce que pourquoi qu'il y aurait des pirates à la hauteur du Québec, ça me surprendrait quand même, là. Mais, quoi qu'il y en a encore aujourd'hui, là, mais pas dans ce coin-là. Mais, non, puis surtout que c'est un vaisseau qui se transforme, là. Mais c'est les joies des mythes et légendes. Mais tu vois, il y a une part de vérité. Fait que ça se peut qu'il y ait eu... Ils se sont fait croire accrochés, puis qu'ils ont navigué, puis ils se sont probablement écrasés quelque part. C'est possible là. parce que il y a eu un moment où est-ce que les pirates étaient très, très, très actifs, mais qui montaient vers le Québec, c'était un peu plus rare parce qu'ils étaient surtout dans les Caraïbes. Ouais. Mais en parlant de vaisseaux, j'ai comme trouvé une histoire de vaisseaux fantômes dans la région de Gaspé. En fait,
lors des jours de mauvais temps, il serait possible de le voir juste devant la ville de Gaspé. Ils disent que c'est un grand vaisseau noir enflammé voguant sur les flots, un 3 mâts, où est-ce que des marins squelettiques et à moitié calcinés s'évertuent en vain à éteindre le feu qui consume les voiles. Donc, c'est une petite légende de Gaspé qui court, parce que selon la légende, un homme sans scrupules, bien sûr, aurait fait monter à bord de braves Amérindiens qu'ils auraient saoulés avant de les vendre comme esclaves. Donc, à son retour à Gaspé, il y aurait eu vengeance et les Amérindiens auraient mis en feu le bateau qu'on verrait encore aujourd'hui dans cette région-là. Si on veut aussi parler d'eau, hein, il y a des choses qui peuvent habiter sous l'eau. Et donc des mythes et légendes des monstres marins. Ça aussi, on en a au Québec. Mais il y en a beaucoup au Québec quand même. J'en ai, comme on en connaît quelques-uns. Ben, dans la province du Québec, il y en a 3 gros. Le reste, c'était toutes des disparitions louches. Je les ai pas notées par exemple. Mais j'ai noté, il y en a un qui est très, 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 très connu au Québec, qui est Memphrey, donc du lac Memphremagog. On voit aussi les origines, vous allez voir les origines des noms des deux majoritaires qui sont en amérindien. Là. Le lac Memphremagog, très populaire au niveau du tourisme pour la recherche de Memphrey. Vous allez voir aussi les noms se ressemblent où est-ce qu'ils sont d'appartenance. On a aussi... C'est facile à retenir. Le monstre ponique du lac Pohénégamook. Pohénégamook. Ouais. Je savais que j'étais pour le détruire, mais il est mieux sorti que précédemment. Ça paraît que tu viens de Montréal. Bon. je connais la région. Tu sais, moi, me promenant un peu plus dans la région de l'est du Québec, à partir de la ville de Québec, puis tout à l'est, j'ai moins... Disons que je vais le dire à ta place, je le massacre un peu moins. Donc, c'est la ville de Pohénégamook, dans le bas du fleuve. Et l'autre, je vais le dire correct parce que je viens de Montréal... C'est dans le lac Champlain, apparemment, il y a un monstre qu'ils appellent soit Champ ou Chumpy. Donc, Champlain, Champ. C'est juste ça. Ah. Récemment, apparemment qu'il y a un reportage, je pense qui avait passé sur le canal Évasion, qui est un canal de télévision ici. Fait que je devine que ça doit être trouvable sur YouTube aussi. J'ai juste pas été en mesure de faire la recherche à ce niveau-là. Mais il y a beaucoup de créatures dans les mythes et légendes. Oui. Il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres. On a par exemple le loup-garou qui est quand même connu. Oui. Le loup-garou qui de façon religieuse, là, il se retrouve dans les mythes et légendes parce que c'est l'ennemi mortel de l'agneau. L'agneau qui est un symbole très fort au niveau des chrétiens, qui représente très bien Jésus. En tout cas, souvent symbolisé comme tel. Donc, bête, je dirais bête féroce, qui était... Écoute, il n'y avait pas le choix d'être dans nos mythes et légendes avec le symbolisme de la religion. C'est une espèce d'angoisse de la régression animale chez l'humain. C'est l'angoisse de ne pas être assez, de tomber dans le côté wild et sauvage. L'angoisse probablement des pressions amérindiennes, mettons des attaques, là, on parle dans le temps des attaques, là, pas dans le temps de paix, là, mais dans le temps où est-ce que, par exemple, les Iroquois ou tout ça, il y avait des chicanes et ça se battait, mais eux les voyaient comme des sauvages. Donc, d'être loup-garou, c'était une régression de devenir sauvage et donc de ne pas être, en tout cas, dans la bourgeoisie, même si elle était pauvre, là, mais dans une certaine bourgeoisie. Des échelons de société en tant que tel. Les loups-garous, quand même connus en Europe, sont assez violents, mais au Québec, ils sont relativement doux. Parce que être loup-garou, c'était aussi des victimes de punition. C'était pas nécessairement parce que tu te fais attaquer que tu deviens sauvage, c'était parce que tu n'avais pas été à l'église assez souvent ou que tu n'avais pas été à ta confession à Pâques ou peu importe
le rite religieux. En fait, dans les mythes et légendes, c'est souvent des personnes qui oubliaient de faire leur rite religieux, oubliaient de suivre les paroles du prêtre ou des trucs comme ça qui étaient châtiés. Ou qu'il avait joué avec des forces occultes. Donc, tous les sorciers ou toutes les sorcières dans les mythes et légendes en tant que telles, ou comme qu'on dirait aujourd'hui, les baby witch. C'est eux qui finissaient par finir loup-garou et devenaient victimes parce que, bon, s'il y a un loup dans les champs, dans les fermes, parce que c'est beaucoup d'agriculture, on les tuait, donc éventuellement, c'est ce qui arrivait. Toutefois, au Québec, le terme loup-garou était peut-être un peu trop utilisé parce que ça représentait pas mal tout ce qui pouvait se transformer en bête animale, pas juste le loup. Des fois, c'était... Là, j'ai des mythes par endroit, ils changeaient de forme. Par exemple, si le mythe provenait de la Beauce, il pouvait parler d'un loup-garou, mais la personne se transformait en poulain. Au lac Saint-Jean, qui est une autre région, ça se transformait en taureau ou en vache. En Chaudière-Appalaches, c'est en cochon. À Lobinière, c'est un mouton. Et en Abitibi, Charlevoix, Québec, Montréal, il se transformait souvent en chien. Souvent, le chien va être messager aussi parce que il va essayer de donner une espèce de clin d'œil au présage, mais c'est souvent une personne qui a été punie qui essaie de se repentir. Donc, mais ça, je trouve ça intéressant. Dans le fond, c'est une mauvaise attribution de la lycanthropie à un mythe. Oui. Et juste au Québec. C'est comme une punition, bref, c'est juste ça. Ils utilisaient le mythe de la lycanthropie, mais tout simplement pour que le monde ait peur d'être puni et de faire des mauvaises choses pour être puni. Par la suite, je vais me transformer en chien noir, je vais me transformer en poule et je vais rester sur le droit chemin. Mais tu sais, on en avait parlé là, quand on parlait le podcast des vampires, là, la porphyrie? Oui, la porphyrie. Maladie. La porphyrie. Dans le mythe du loup-garou, c'est très, très évoqué, sans utiliser le terme de la maladie, mais c'est tous les symptômes de la maladie qui est les dents rougeâtres un peu, mais je pense que c'est parce qu'il y a une altération dans le sang, puis tout ça. Les problèmes de marcher dans la journée, donc peut-être tu te promènes de nuit, des attributs au sang. Tu sais, il y a plein de choses qui... je sais pas s'il y avait une montée des poils, là. Les autres, ils parlent de... Oui, là, mais... Ça reste un livre de recherche. Ben, c'est sûr qu'une personne qui était naturellement poilue, c'est sûr que elle devait partir avec une prise. Tu sais, souvent, là, les victimes, c'était pas des jeunes femmes. Parce que les jeunes femmes étaient victimes des diables, puis les hommes étaient victimes des loups-garous, plus qu'autre chose, là, de ce que je comprends, là, mais c'était un autre... Fait que si le diable était la tentation, le loup-garou, lui, c'était la punition d'avoir été tenté. T'en as-tu d'un autre de ton côté? En fait, j'ai la légende du pont de Québec. En fait, la ville de Québec a 2 ponts, dont le pont de Québec qui a été le premier pont qui a été bâti pour relier les 2 rives, Lévis et Québec. Ce pont-là était quand même assez essentiel parce que le monde à l'époque traversait en bateau et c'était seulement l'hiver qu'il y avait une espèce de pont de glace. Quand littéralement le fleuve gelait, on pouvait marcher sur le fleuve, mais entre-temps... la construction du chemin de fer demandait à ce qu'un pont se construise entre Lévis et Québec. Donc, le pont de Québec avait tenté dans le début des années 1900 à être construit. Malheureusement, il y a eu beaucoup de problèmes liés à ce pont-là, dont certains disaient qu'il y avait des malédictions qui avaient été lancées sur ce pont-là parce que l'inauguration, en fait, le 29 août 1907, une partie importante du pont s'est écroulée, qui a tué à peu près 75 ouvriers, puis qui en ont blessé beaucoup d'autres. Donc, voulant continuer quand même à construire le pont, malgré cet événement-là, ils ont continué la construction, ils ont recommencé la partie qui s'était écroulée. Et le 20 juillet 1916, un autre accident, pendant qu'on essayait de monter la 3e partie du pont, la partie du milieu, elle s'écroule aussi, 13 morts. Et là, le monde a commencé à avoir peur et parler qu'il y aurait un maléfice lié à ce pont-là direct. Et là, selon la légende,
À la reprise des travaux, parce que le pont, fallait le construire, fallait trouver une façon, un mystérieux ingénieur se présente au contremaître pour lui proposer ses services. Il a promis un travail sans autre catastrophe, sans autre problème, mais à certaines conditions. Il devait, entre autres, lui promettre que l'âme de la première personne à traverser le pont lui soit remise. Donc, ça sent un peu le diable là-dedans. Mhm. C'est un contrat. Oh oui, c'est littéralement un contrat. Ébranlé par tous ces événements catastrophiques-là, sans réfléchir, le contremaître dit oui. Donc, bon, le pont continue à se faire construire, il est finalisé et, tu sais, comme l'inauguration officielle du pont de Québec a été faite le 22 août 1919. Donc, au moment où est-ce qu'on s'apprêtait à traverser le pont, le contremaître aperçut le fameux ingénieur et lui trouva un air diabolique. Il se rappelait de la promesse qu'il lui avait faite d'offrir l'âme de la première personne à traverser le pont, réalisant ce qu'il avait fait, en fait, qu'il était horrifié par la promesse qu'il lui avait faite. Il empoigna il y avait un chat noir qui se promenait dans le coin. Il poigna le chat et il le lança vers le faux ingénieur. Tous les deux, l'ingénieur et le chat, disparus. On ne trouva qu'un petit tas de poils ensanglantés. Donc, c'est le chat qui aurait payé la note. On dit encore aujourd'hui que il vaut mieux passer par le nouveau pont, qui est le pont Pierre-Laporte. Il vaut mieux passer par le nouveau pont, car l'ancien, il serait encore... le diable surveillerait sa vengeance encore aujourd'hui. Franchement, pour avoir passé des centaines de fois sur ce pont-là, je suis encore vivante. Oh, mais t'étais pas la première. Non, je suis pas la première. Faudrait que tu analyses si quand tu passes sur ce pont-là versus le nouveau pont, quel feeling que t'as. Oui, mais en fait, il faudrait peut-être que j'y aille à pied. Ah, ouais. Parce que j'y vais tout le temps en voiture. Il faudrait que j'y aille à pied pour essayer de découvrir le fond de cette histoire-là. Des zombies, hein? Des zombies au Québec? Des zombies au Québec, mais en tant que tel, c'est pas nécessairement des zombies, c'est des revenants. C'est des revenants, ça revenait. Ça revenait dans les mythes du Québec. C'est un peu redondant. Il y avait 4 types qui appellent de revenants. On avait les porteurs de messages, donc ceux qui revenaient pour annoncer une mauvaise nouvelle ou un malheur. Donc c'était toujours mal vu de voir un corps vivant mort. Un corps mort vivant. Bref. Vous comprenez? Il y avait aussi le revenant châtié, donc celui qui était à l'image d'une condamnation posthume, là. Donc qui avait mal agi, puis qui venait un peu témoigner de son malheur pour que les autres fassent pas comme lui. On avait les esprits vengeurs, donc là ça tombe dans mon domaine des esprits, et les esprits frappeurs, donc l'équivalent des poltergeists allemands, là, mais version Québec. Donc, des maisons hantées et tout ça. Il y en a des mythes et légendes du Québec sur des maisons hantées. Il y en a beaucoup de maisons hantées au Québec. Il y en a beaucoup. Je vais pas passer au travers, par exemple, dans le podcast d'aujourd'hui. Toutefois, sur SNET, dans Paranormal, il y a une liste des places et j'ai mis un endroit, en tout cas, il me semble de mémoire, il y a Canada, et donc la plupart sont au Québec parce que, bon, j'y connais un peu plus que le reste du Canada. Mais c'est à suivre. Il faut que j'en ajoute d'autres d'ailleurs. Là. Il y a plein d'endroits que j'ai pas encore fait le tour. Mais dans les mythes et légendes du Québec, les esprits, les fantômes ont aussi leur place parmi nous. Mais il y a beaucoup d'histoires, justement, de fantômes qui continuent à hanter. Mais moi, j'en ai un autre mythe qui est lié à la ville de Québec. C'est, j'ai une légende de la Dame Blanche qui serait... elle entoure, en fait, les chutes Montmorency, qui est une chute, d'ailleurs, très, très, très magnifique. Si vous venez voir Québec, la ville de Québec, il faut absolument passer par, pour aller voir les chutes Montmorency, qui est magnifique. On les voit de par le fleuve. Mais cette légende-là se détourne autour de là. C'est en Nouvelle-France, en 1759. C'est, elle se passe, à Bois-Châtel, proche de Beauport. C'est des régions dans la ville de Québec.
Et c'est une jeune fille du nom de Mathilde et un jeune homme, Louis, qui sont amoureux. Et que, justement, la famille était bien d'accord de les marier et tout. Et elle avait choisi une belle robe blanche pour son mariage. Mais malheureusement, tu sais, à cette époque-là, il y avait la guerre qui faisait rage sur le territoire de la Nouvelle-France. Puis quelques jours avant la date du mariage, les Anglais débarquent. Probablement, c'est plaine d'Abraham. Il faudrait que je vérifie si les dates concordent. Les Anglais débarquent et lancent une attaque proche de la chute. Louis, qui était dans la milice, prend part à la bataille, des heures acharnées, mais non, c'est pas les plaines d'Abraham, parce que Montcalm gagne. Ok. C'est vrai. Il gagne, combat difficile, mais il est content. Apprenant la bonne nouvelle, elle est super contente, donc elle se rue sur le champ de bataille pour aller retrouver son mari, pour vraiment fêter, puis pour aller, pour éventuellement se marier, Mhm. mais elle le découvre mort. Elle est triste, elle est totalement désespérée. Elle, bref, elle va chez elle, elle enfile sa robe de mariée et décide de se jeter dans le vide, dans la chute. Encore aujourd'hui, on dit que, tu sais, principalement en été et en automne, on pourrait voir une forme blanchâtre courir de l'ancien champ de bataille et se jeter dans les remous de la chute. Et ou alors certains disent voir son visage dans la chute Montmorency. Donc, c'est une petite légende liée à la chute qui est magnifique d'ailleurs. Oh, oui, oui. Elle est souvent racontée, je crois, parce que Oui, dans les voyages des préscolaires, tout ça qu'on fait, souvent, on va voir les chutes Montmorency. Il y a toujours un voyage à Québec quand on vient de la région de Montréal. c'est très Ça beau doit être... Québec, c'est très beau Québec. Oui. Ça doit être la même chose. Les gens de Québec doivent faire un tour à Montréal, Oui, mais non? nous on va la ronde par exemple. Ah, nous, on va voir des chutes. Mais, non, mais on va souvent dans des musées, des trucs comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gros musées à Québec. Et Oui, les chutes Montmorency, c'est une place qu'on, généralement, ils font visiter les jeunes, et c'est super beau. Super beau. vraiment, oui, c'est vraiment beau. Dans les autres mythes et légendes, il y a des lutins. Hein, on n'échappe pas au reste du monde. Chez nous aussi, il y a des lutins et des feux follets. Euh, les lutins, on en a en particulier à Saint-Élie de Caxton. Oui, Euh, D'ailleurs, à Saint-Élie de Caxton, il y a même une traversée de lutins. Si vous allez sur Internet, vous tapez le nom, d'après moi, il va y avoir la photo qui va apparaître assez rapidement, là, mais ils ont même peint une traversée avec des pas de lutins au milieu de la route. C'est le village au Québec des lutins, on va dire ça comme ça. On dit souvent qu'il y a une sorte, d'après moi, il y en a plusieurs, là, mais il y a une sorte principale de lutin, nous, elle est différente. Là-bas, c'est des lutins cyclopes. Donc, c'est une forme physique enfantine, avec un œil, gros œil, une grosse bouche, euh, une bédaine, donc un bon ventre. Il tient fort là, du ventre. Et des extrémités, donc pattes, mains, palmées un peu, ben, tu sais, étranges, là, longues, pas visqueuses, là, mais en tout cas, semi-palmées. Dans les premiers temps, en tout cas, de ce mythe-là, c'était un des garages qui, ces objets se faisaient déplacer, puis ils auraient vu. Son fils aussi, je pense que c'était son petit-fils, ça, qui en parlait. Après ça, ça s'est déplacé. Bon, il y en a qui ont commencé à ouvrir des magasins avec des petites portes puis des petites des petites chambres pour le lutin à l'intérieur de son magasin. Il y en a d'autres aussi qui disaient que ces lutins-là appréciaient beaucoup les chevaux. Donc, pendant la nuit, ils tressaient la crinière du cheval. Donc, le fermier, quand il arrivait dans son écurie, les chevaux avaient tous les cheveux tressés. Ben, la crinière tressée. Il comprenait pas pourquoi. Je sais pas d'où vient le tressage dans l'histoire, où ça sort, mais il disait que les lutins, pour se faire apprécier des chevaux, faisaient ça, puis après ça, c'était comme leur bête favorite, donc ils s'amusaient beaucoup avec ça à Saint-Élie de Caxton.
D'ailleurs, ils disent qu'ils ont fait des recherches, puis des fois, la nuit, des chevaux se mettent à marcher non-stop, sont épuisés, tout ça, parce qu'on dirait qu'ils chassent ou qu'ils se font chasser par des êtres invisibles. Euh, pour les lutins de ce coin-là, je pense que ça fait pas mal le tour, avec les pieds palmés, ouais. Sinon, aux îles aux grues, Oui. donc il y a une île qui disent qu'ils voient un lutin pas de tête. Donc depuis des années, des années, des années, ils le voient partout, ils se promènent, ils ne dérangent pas. Ça a plus l'air d'une apparition, par exemple. Une apparition de quelqu'un qui a perdu la tête, finalement. Il y a une grosse mythe et légende, là, comme quoi il y a quelqu'un du village qui avait décidé de l'affronter, puis finalement il a fini dans un fossé morceau, puis il y a plein de choses reliées à ce petit bonhomme-là. Je pense qu'il se fait plus calme ces derniers temps, c'est ce qu'il disait dans le reportage. Euh, mais ça fitait avec les temps de maladie et tout ça à l'époque, là, donc je sais pas si c'est juste lié à ça. Mais quand il y avait des Euh, maladies, souvent, on aime bien accuser le diable ou des créatures maléfiques. Ah, mais lui, c'était pas lié. C'est pas lui qui avait apporté la maladie, par Ah, contre. OK. Il disait que il aurait été peut-être poussé à aller sur l'île des Grues suite à une éclosion d'une maladie, puis quelque chose comme ça. Tu sais, ça se tenait plus ou moins. De toute façon, c'est un mythe et slash une légende, donc ça se peut qu'il y ait des coins couperont un peu sur l'origine exacte, là. Donc oui, donc c'est ça, nous on a nos lutins cyclopes. Moi je suis épatée par ça. Mais ils sont pas tous cyclopes, les lutins du Québec. Il y en a quelques-uns ils ont vraiment l'apparence de lutins, hein. Probablement, parce que là il disait qu'il y avait juste cette sorte-là dans ce reportage-là, mais c'est un reportage parmi combien de mythes et légendes, ça dépend. Eux, c'est parce que je pense qu'ils essayaient d'aller voir des mythes que les gens ont encore de quoi à dire. C'est genre que leur arrière-petit-fils sont encore vivants, puis qu'il l'a vu, puis ou quelque chose comme ça. Mais c'est intéressant quand même, là. Fait que si jamais vous êtes un fan de petites créatures, il appelle ça de petits peuples, euh, un arrêt à Saint-Élie-de-Caxton. D'ailleurs, je pense que on a un raconteur là-bas, il me semble que c'est Fred Oui, Parrain, il en oui, parle souvent. Ou il vient peut-être de là, d'ailleurs. il vient de là. C'est sa région. C'est pour ça que la région est très, très, très reconnue parce que justement, lui, c'est un conteur totalement extraordinaire et il raconte les histoires comme nul autre peut les conter. Et il a vraiment raconté toutes les mythes et légendes de sa région qui est devenue populaire justement à cause de lui. Donc, si jamais vous aimez Fred Pellerin, vous avez toutes ses vidéos sur YouTube, je le sais, j'en ai croisé quelques-uns, là. Il y en a des bons, là. Il est pas mauvais. Moi, c'est pas mon style Ben, c'est pas mon style de c'est des façon histoires. de raconter, mais particulier, là. C'est dans. Je dirais que c'est plus dans le thème des racontants, des conteurs québécois. Mhm. Ah oui, C'est sûr qu'il ça fait par pas. contre. C'est pas très moderne, vu que justement, c'est un conteur. Oui, non, mais c'est plus la face, le parler ou les expressions, tu sais, c'est pas... même moi, j'ai de la misère, puis je viens du Québec. Non, mais tu viens de Mais... Montréal. Ouais. Tu sais, j'aurais pas avoir un accent fort puis venir des îles ou... Hey. Je sais pas. Mais... c'est ça. Oui. Je pense que, en tout cas, moi, de mon côté, j'ai pas mal fait le tour. De mon côté, pas mal aussi. En fait, il y a juste une que j'ai vue que je veux juste survoler un peu. Il y aurait dans Bellechasse, à Saint-Lazare-de-Bellechasse, des traces de griffes du diable. Il y a une légende de griffes du diable que, bon, tu sais, c'est un couple, il se passe des choses et le diable est mêlé. Et finalement, le diable est, tu sais, ils réussissent à se sauver de celui-ci. Le diable est hyper fâché et dans sa colère, il laisse des traces de griffes dans la roche sur laquelle il était perché. Et ces traces-là sont toujours visibles, sont toujours, on peut toujours les voir. Il y a des photos sur Internet qui le montrent. Donc, c'est à Saint-Lazare-de-Bellechasse. Ça, c'est plus dans le sud du Québec. Mais ça, c'est de la roche du diable, c'est ça?
Non, c'est les légendes de la griffe du diable. Ah, ben, c'est peut-être lié avec... Parce que moi, j'ai un lieu diabolique. Ah oui? C'est De cette à, région-là? c'est Dans à, ouais, Bellechasse? c'est à Saint-Lazare de Bellechasse, qui s'appelle la Ah! Roche du Diable. Mais c'est peut-être... C'est peut-être la même roche. ouais, ça se peut. C'est vraiment la même roche, c'est juste qu'on voit clairement des traces de griffes et des pattes. Littéralement. Tu sais, comme quand on fait couler tu sais, comme du béton ou de l'asphalte et qu'il y a toujours un petit comique qui décide de mettre son pied dedans ou de mettre sa main dedans, ça laisse littéralement une trace et là, on les voit, les traces. C'est dans une roche et de là serait née la légende que, bon, ça c'est les griffes et les pattes du diable qui seraient restées là parce que lui, très en colère et, tu sais, blablabla. Mais c'est super intéressant. Je trouve, moi, je vois... Quand on lit l'histoire du Québec et ses mythes et légendes, on comprend aussi d'où provient la plupart de ces légendes-là aussi. Mhm. Mais l'espèce de gros lot de culture de cette époque-là, là, est indéniable. Là. C'est merveilleux. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup ça. Là. Tous les Oui. monstres, puis les... Oui, il y a Les créatures beaucoup... étranges, il y en a vraiment beaucoup. Là. On a vraiment survolé. J'aurais espéré qu'il y ait plus de sorcières, parce que, bon, j'aime bien ça, les thèmes de sorcières, mais ça, on Moi va laisser aussi. ça pour les États-Unis. Oui. Ouais, on va leur laisser. En fait, il y en a quelques-unes histoires de sorcières, mais il y en a vraiment pas. Comme tu dis au début, c'est surtout le diable qui est mêlé directement. Et on se dit, regarde, si le diable nous accorde tant d'attention, c'est parce on devait être assez important. Parce que, oui, ben c'est ça que je pense qu'il y a une des recherches expliquait que on devait être un peuple intéressant pour le diable parce qu'il est tout le temps chez nous. Euh, Donc, nous, les sorcières sont pas créées. On dirait ils essayent d'être en création d'eux. En tout cas, ils essayent de les influencer vers ce côté-là. Mais je trouve c'est ça qui est intéressant. Puis je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'analogies aux cultures amérindiennes qui Oui. sont pas nécessairement dites, mais qui sont là pour faire un peu peur. Puis ça, il faudrait chercher aussi, il n'y a pas juste des mythes et légendes, il y avait aussi des récits, des livres, des histoires qui sont peut-être pas nécessairement ésotériques, mais qui font des clins d'œil à ça tout le long là, dans ces époques-là. Ça peut être Oui. super intéressant. Puis il y a certaines régions au Québec qu'on peut aller voir et il y a littéralement une vraie communauté amérindienne qui y vit. Tu sais, comme à Québec, il y a Wendake, qui est vraiment, tu sais, comme, qui est une vraie ville avec des Amérindiens à l'intérieur, mais vous verrez pas des plumes sur la tête et vous verrez pas non plus les personnes dans des tenues traditionnelles, mais il y a des spectacles qui se fait. On voit, tu sais, comme leur ancienne habitation, parce qu'évidemment, aujourd'hui, tout le monde a évolué, tout le monde a Internet, tout le monde habite dans des maisons que, tu sais, à peu près pareilles, mais leur culture, elle reste là et c'est une place qui est très, très, très intéressante à aller visiter. Mon fils m'en a parlé beaucoup quand il a fait sa recherche sur les Iroquois. Il est allé visiter Wendake et il a adoré littéralement. Donc, si vous venez faire un tour, je vous recommande fortement d'aller voir. Oui! Sur ce, n'oubliez pas, on est disponible sur le site principal de sorcellerie.net. On est aussi sur Spotify, Google Castbreaker, Anchor et nommez-les tous. On est sur plusieurs plateformes de podcast, probablement votre favorite. Vous pouvez toujours aussi suivre les podcasts et autres vidéos sur YouTube et bien sûr tous les samedis. On essaie en tout cas tous les samedis de faire un live stream sur Twitch. Live streams qui sont disponibles aussi là, sur place pour la consultation. Oui, qui sont disponibles quelques semaines plus tard sur YouTube. Les vidéos, ouais, on essaie. Donc sur ça, je vous souhaite une excellente semaine. Puis on se voit la semaine prochaine. Bonne semaine!